En 1957, dans un observatoire à la périphérie de Puebla, au Mexique, quelqu'un a tenu une plaque photographique contre la lumière. C'était une étude d'étoiles bleues faibles, objets discrets, presque tous des naines blanches, loin du plan de la Voie lactée. Rien qui paraisse extraordinaire à première vue. Parmi ces points, l'un attirait l'attention. Pas par sa forme, mais par sa couleur. Sur les plaques prises avec le télescope Schmidt de 0,7 mètres de l'observatoire de Tonantzintla, il apparaissait décidément violet. Ce n'était pas une nuance poétique, c'était une donnée technique. Cette teinte impliquait une émission anormale vers le bleu, quelque chose qui ne correspondait pas tout à fait à une naine blanche commune. Les astronomes Braulio Iriart et Enrique Chavira l'ont noté dans leur catalogue. Une entrée de plus dans une longue liste. Tonantzintla 618. Ton 618. À ce moment-là, ce code ne signifiait rien d'autre qu'une position et une couleur inhabituelles. Personne ne parlait encore de trou noir supermassif. Même pas de quasar. Ton 618 est resté là. Un point violet sur une plaque mexicaine. Une donnée dans un catalogue. Un objet que personne ne soupçonnait. Et qui, des décennies plus tard, serait considéré comme l'un des monstres les plus grands de l'univers observable. L'étape suivante de son histoire est survenue loin du Mexique. En 1970, un radiotélescope en Italie a détecté une source radio intense à la même position. Cette étoile bleue s'est avérée être radiolumineuse. C'était un signe clair. Ce n'était pas une étoile ordinaire. C'était un noyau actif, un quasar. Peu après, des spectres optiques plus détaillés ont été obtenus. La lumière de TON 618 montrait des raies d'émission fortement décalées vers le rouge. Le motif était indubitable. Un objet très lointain, se déplaçant à grande vitesse en raison de l'expansion de l'univers. Le décalage vers le rouge, Z environ 2,2, impliquait une distance énorme. Ce que l'on voyait dans ces spectres n'appartenait pas au voisinage galactique. Nous regardions un noyau brillant situé à des milliards d'années-lumière. Lorsque la luminosité apparente et la distance ont été combinées, la conclusion a été directe et déconcertante. Pour paraître si lumineux depuis si loin, ton 618 devait libérer une quantité d'énergie absurde, bien plus que n'importe quelle galaxie entière comme la nôtre. La luminosité estimée se situe autour de 140 billions de fois celle du Soleil. Il s'agit de l'un des phares les plus intenses de tout l'univers observable. Cette brillance ne provient pas d'un essaim d'étoiles. Elle provient d'un noyau unique, un trou noir supermassif entouré d'un disque de gaz qui tombe vers lui. La friction, les turbulences et les champs magnétiques convertissent l'énergie gravitationnelle en radiation. Le résultat est un quasar, un point qui, sur une photo, ressemble à une étoile modeste, mais en termes physiques, éclipse des centaines de milliards de soleils. La distance ajoute une autre couche d'étrangeté. La lumière de ton 618 a voyagé environ 10,8 milliards d'années avant d'atteindre nos télescopes. Cela signifie que nous le voyons tel qu'il était lorsque l'univers avait à peine un quart de son âge actuel, environ 3 milliards d'années après le Big Bang. Nous n'observons pas un trou noir tel qu'il est maintenant, mais une phase ancienne de la vie de sa galaxie hôte. Pour être aussi brillant, et surtout pour abriter un trou noir de la taille que nous inférons aujourd'hui,
de l'ordre de 66 milliards de masses solaires selon les estimations les plus répandues, Ton 618 a dû croître très rapidement. Il a dû accumuler de la masse à un rythme extrême dans un univers qui, à ce moment-là, organisait encore ses premières grandes structures. Dans les modèles les plus simples, un trou noir qui se nourrit de manière continue, limité par la pression de sa propre luminosité, la limite d'Eddington, a besoin de beaucoup de temps pour atteindre des masses aussi gigantesques. Trop de temps si l'on commence avec de petites graines. Ton 618 oblige à se demander si nos hypothèses sur la croissance de ces objets sont incomplètes. Peut-être qu'il y avait des graines initiales beaucoup plus grandes, ou des phases brèves d'accrétion incontrôlée, au-delà de la limite classique, ou des fusions répétées entre des trous noirs déjà énormes. Vu depuis la Terre, tout cela se réduit à un point. Un point sur une image du ciel prise avec un télescope moyen. Un objet accessible en apparence, à l'observation amateur avancée. Depuis un observatoire dans un désert ou sur une montagne, Ton 618 n'impressionne pas visuellement. C'est une étoile faible, ordinaire. Le contraste entre cette modestie dans l'image et l'échelle réelle de ce qui se cache derrière est peut-être ce qu'il y a de plus déconcertant. Un trou noir qui se nourrit ne ressemble pas à un puits noir isolé. Il ressemble plutôt à une centrale énergétique débordante. On ne voit pas le trou en lui-même, on voit le destin de tout ce qui tombe vers lui. Gaz, poussière, étoiles déchirées, restes de collision. Imaginons la galaxie qui héberge Ton 618. Une structure de milliards d'étoiles, des nuages de gaz, de la matière noire. Au centre, le champ gravitationnel est plus intense. Le gaz environnant perd de l'énergie, tombe vers le noyau et s'accumule. Mais il ne tombe pas en ligne droite. Il arrive avec rotation, avec moment angulaire. Cela l'oblige à former un disque. Ce disque est le cœur visible du quasar. Un anneau épais de gaz qui tourne à des vitesses relativistes autour du trou noir. Chaque couche de ce gaz frotte contre la voisine. Il y a friction, turbulence, collision. L'énergie gravitationnelle que le gaz perd en tombant se transforme en chaleur. Le résultat est un plasma à des températures extrêmes, capable d'émettre des ondes radio jusqu'aux rayons X. Dans le cas de Ton 618, cette machine est poussée à la limite. Sa luminosité totale est de quelques dizaines de billions de fois celle du Soleil. Aucune combinaison normale d'étoiles ne produit quelque chose de semblable. Le seul mécanisme qui correspond est l'accrétion violente sur un trou noir supermassif. En termes simples, la chute de matière vers le centre convertit la masse en énergie avec une efficacité bien supérieure à la fusion nucléaire à l'intérieur d'une étoile. Vu de l'extérieur, l'apparence de ce noyau serait radicalement différente de celle d'une galaxie tranquille. Si nous pouvions nous approcher suffisamment sans être détruits par la radiation, nous verrions un point éblouissant au centre, un foyer surpassant la luminosité combinée de toutes les autres étoiles de la galaxie. La structure spirale, les bras, le halo, seraient noyés dans une lueur émanant du disque d'accrétion autour de Ton 618. Cette luminosité n'est pas uniforme. Le disque n'est pas un anneau parfait. Il y a des instabilités, des régions plus denses, des champs magnétiques qui se tordent et se reconnectent.
des zones où le gaz s'accélère et ralentit. Chacune de ces irrégularités laisse des traces dans le spectre lumineux. Des raies tirées larges, décalées, élargies par des vitesses énormes. Ces raies sont une des clés. En mesurant leur forme et leur largeur, on peut estimer la vitesse du gaz et, à partir de là, la masse du trou qui le gouverne. Dans TON 618, ces raies sont extrêmes. Elles indiquent un gaz qui orbite à une fraction significative de la vitesse de la lumière. À ces vitesses, les courbes de lumière, les profils spectraux, commencent à montrer des effets relativistes. Élargissement, asymétrie, petite différence entre ce qui s'approche et ce qui s'éloigne. La lumière qui nous parvient est déjà modifiée par la gravité et le mouvement. On ne voit pas des couleurs pures. On voit des photons qui ont été étirés, compressés, déviés. Tout cela se passe sous la pression de la luminosité du quasar lui-même. Il existe une limite physique à la luminosité qu'un trou noir peut atteindre en se nourrissant de manière stable. La limite d'Eddington. Lorsque le flux de radiation est trop intense, la lumière exerce une pression vers l'extérieur sur le gaz qui tente de tomber à l'intérieur. Si la pression de radiation égale l'attraction gravitationnelle, l'accrétion ralentit. Le système s'autorégule. TON 618 fonctionne très près de cette limite, voire au-dessus dans certains modèles. Cela signifie que le disque d'accrétion n'est pas un objet délicat, fin, comme dans les schémas scolaires. Il est épais, turbulent, traversé par des vents et des jets. Les photons qui en sortent ont dû s'échapper d'un champ de radiation très dense, d'une mer de particules chargées et de champs magnétiques intenses. Dans les régions les plus internes, près de l'horizon des événements, le gaz complète des orbites en minutes ou en heures. Juste au-dessus de cette frontière, tout petit changement de densité ou de champ magnétique se traduit par un éclat, une variation rapide de luminosité. À des échelles aussi extrêmes, le disque n'est pas un objet statique. C'est une surface en ébullition. Si nous pouvions observer TON 618 de près, avec zoom impossible, nous verrions des couches. Dans les zones externes, le disque émet principalement en ultraviolet et en visible. Plus vers l'intérieur, la température augmente et l'émission de rayons X domine. Encore plus à l'intérieur, les photons commencent à perdre la bataille contre la gravité. Certaines trajectoires se courbent tellement que les rayons lumineux orbitent plusieurs fois avant de s'échapper. Ou ne s'échappent jamais. Au-dessus et en dessous du disque, les champs magnétiques peuvent lancer des jets relativistes, des colonnes de plasma accélérées qui s'échappent de l'environnement immédiat du trou noir et se projettent à des milliers d'années-lumière dans l'espace intergalactique. Tous les quasars ne montrent pas de jets visibles, mais lorsqu'ils apparaissent, ils transportent une fraction significative de l'énergie du système. Dans un objet de la masse de TON 618, ces jets seraient de véritables lances de matière et de radiation perçant l'environnement de la galaxie haute. Depuis notre perspective, tous ces détails se réduisent en un spectre et à un point saturé sur une image. Nous ne voyons pas le disque comme un anneau résolu. Nous ne voyons pas l'horizon. Ce que nous pouvons reconstruire, c'est la structure générale. Un trou noir gigantesque, entouré d'un disque d'accrétion qui transforme la chute de matière en une émission démesurée, capable de surpasser toute la galaxie. C'est là la paradoxe visuelle des trous noirs actifs.
la partie la plus déterminante de leur structure, l'horizon des événements, est la seule que nous ne voyons jamais. Elle est cachée non derrière quelque chose, mais derrière l'espace-temps lui-même. Ce qui domine nos observations n'est pas le trou, mais la périphérie immédiate, la zone où le gaz peut encore hurler avant de disparaître. Les estimations actuelles situent son trou noir dans une plage énorme, entre environ 40 et plus de 60 milliards de membres de masse solaire. De nombreuses sources populaires parlent d'environ 66 milliards de masse solaire. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de façon douce de le dire. C'est l'un des objets les plus massifs que nous ayons identifiés dans tout l'univers observable. La masse détermine la taille de l'horizon des événements. Pour un trou noir non rotatif, le rayon de Schwarzschild croît directement avec la masse. Le Soleil, s'il s'effondrait en trou noir, aurait un horizon d'environ 3 km de rayon. Sagittarius, à étoile, au centre de notre galaxie, a un horizon d'à peine quelques dixièmes d'unité astronomique, à peu près la taille de l'orbite de Mercure. Dans ton 618, cette même formule nous mène à un autre régime. Le rayon de Schwarzschild est d'environ 1300 unités astronomiques. Cela signifie que le diamètre de l'horizon atteint environ 2600 unités astronomiques. Dit plus simplement, la sphère de non-retour PAM de ton 618 est environ 40 fois plus grande que la taille du système solaire mesurée jusqu'à l'orbite de Neptune. Une unité astronomique est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. 8 minutes de lumière. La lumière met 8 minutes pour aller du Soleil à notre planète. Pour traverser l'horizon de ton 618 de part en part, un rayon lumineux aurait besoin de semaines. C'est l'échelle ici. Pas un trou noir qui avale des planètes isolées, mais un trou noir capable d'enfermer des dizaines de copies de tout le voisinage de notre étoile à l'intérieur de sa limite invisible. Une autre façon de le voir est de le comparer à d'autres trous noirs célèbres. Sagittarius, à étoile a environ 4 millions de masses solaires. M87, au centre de la galaxie elliptique dans la Vierge, atteint environ 6,5 milliards. ON 618, dans sa version la plus extrême, se situe au-dessus de tout cela, dans une catégorie que certains appellent ultramassif. Des trous noirs dont la masse rivalise avec celle de galaxies entières en termes d'étoiles. Imaginons le système solaire comme un disque faible, avec l'orbite de Neptune marquant le bord. Maintenant, superposons cette image sur la surface de l'horizon de ton 618. Neptune orbiterait bien à l'intérieur de la limite. Pluton aussi, la ceinture de Kuiper disparaîtrait sans laisser de traces. Le nuage de comètes entourant le Soleil serait comprimé dans une région indistinguable à l'intérieur de ce volume. Nous pourrions placer jusqu'à 40 copies de ce dessin, côte à côte, et resterions toujours à l'intérieur de l'horizon. La masse renforce la sensation. Le trou noir central de ton 618, même si l'on se limite à des estimations conservatrices, a plus de masse que toutes les étoiles de la Voie lactée réunies. Notre galaxie héberge de l'ordre de 100 milliards d'étoiles. Si nous remplacions chacune d'elles par un soleil, le résultat resterait moins massif que ce seul trou noir. Et pourtant, à l'échelle de l'univers, ton 618 n'est pas une anomalie grotesque. C'est une donnée, une parmi d'autres. Nous connaissons d'autres trous noirs proches en masse, peut-être un peu plus petits, peut-être comparables. Le simple fait qu'ils existent oblige à admettre que le cosmos dispose de mécanismes efficaces pour concentrer toute cette matière en un seul point gravitationnel.
Ces mécanismes sont longs, bruyants, violents. Ils incluent des diffusions de galaxies, des flux de gaz froid tombant depuis l'environnement cosmique, des phases d'accrétion déchaînées. Mais le résultat final, vu de l'extérieur, est silencieux. Une sphère de rien définie uniquement par son rayon et sa masse. Il y a un autre aspect de l'échelle qui ne se voit pas dans les chiffres, mais qui pèse. Plus le trou noir est massif, plus l'entrée vers son horizon est, en un certain sens, douce. La densité moyenne nécessaire pour produire un horizon de cette taille diminue avec la masse. Un trou noir de masse stellaire est compact, brutal, presque inhumain. Un de 60 milliards de soleils occupe tellement d'espace que localement, la courbure à l'horizon peut être moins extrême. Mais cette nuance ne console pas. Ce qui définit sa présence n'est pas la densité, mais le fait absolu que, à l'intérieur de ce rayon, rien ne peut s'échapper. Depuis 10,8 milliards d'années-lumière, tout cela se contracte en un point. Dans les images du ciel profond, Tone 618 n'apparaît pas comme un disque résolu. Nous ne voyons ni son horizon, ni son disque d'accrétion, ni sa gigantesque nébuleuse Lyman Alpha, que nous savons aujourd'hui s'étendre au-delà de la galaxie haute elle-même. Nous voyons un pixel saturé, un objet ponctuel dans un catalogue, un code. L'énorme sphère de non-retour se réduit à un éclat entrant par le même pixel qu'une étoile lointaine. Cette discordance entre la réalité physique et la représentation est peut-être au cœur du malaise. Nous savons par des calculs simples que l'horizon de Tone 618 pourrait engloutir notre système solaire 40 fois. Nous savons que sa masse dépasse celle de nombreuses galaxies en termes d'étoiles. Nous savons que la lumière met des semaines à traverser son ombre. Et tout cela se condense, en pratique, dans la lecture d'une ligne dans un tableau. Masse estimée. Dizaines de milliards de masses en mavis solaires. Rayon de Schwarzschild. Environ 1300 unités astronomiques. Les décalculs de luminosité pour Tone 618 le situent autour de 10 à la puissance 14 fois la luminosité du Soleil. C'est un chiffre rond, approximatif, mais suffisant pour l'essentiel. Nous sommes face à l'un des quasars les plus lumineux connus dans tout l'univers observable. Une unique source ponctuelle qui émet autant d'énergie que des milliers de galaxies normales réunies. En théorie, il n'y a rien de spécial dans le mécanisme. Nous l'avons déjà vu. Gaz tombant vers le trou noir, disque d'accrétion, friction, champ magnétique, radiation. L'extraordinaire est le volume. La quantité de matière qui, à un moment précis de l'histoire cosmique, est canalisée vers le noyau de cette galaxie et convertie en lumière. Depuis notre perspective, la conséquence est brutale. La galaxie haute de Tone 618 est submergée par l'éclat du quasar. Les étoiles, le disque, les bras, le halo, tout existe, mais reste dans l'ombre de son propre centre. À des distances de milliards d'années-lumière, le télescope ne registre qu'un point. Le noyau actif a remporté, haut la main, la compétition interne de luminosité. Ce n'est pas une rareté absolue. C'est la nature des quasars en général. Un quasar est presque par définition un noyau si actif qu'il domine la luminosité totale de sa galaxie. Mais Tone 618 pousse cette condition à l'extrême. Si l'on imagine une galaxie avec des centaines de milliards d'étoiles, la somme de toute cette lumière n'atteint pas celle du disque d'accrétion, qui tourne autour de son trou noir central.
Il n'existe pas beaucoup de façons intuitives de décrire cela. C'est une galaxie dont le centre a pris le contrôle du ciel. Ce contrôle lumineux a des conséquences physiques profondes. La radiation n'est pas un spectacle neutre. Elle frappe le gaz de la galaxie, le chauffe, l'ionise, le pousse vers l'extérieur. Les modèles de noyaux actifs montrent des vents galactiques propulsés par la pression de radiation. Des courants de gaz qui jaillissent de l'environnement du quasar, entraînant de la matière qui, autrement, aurait pu se transformer en nouvelles étoiles. En d'autres termes, la phase de quasar peut étouffer l'avenir de sa propre galaxie. Le noyau se nourrit de gaz, brille de manière démesurée, et ce faisant, expulse et réchauffe le matériel dont dépendent les prochaines générations stellaires. Ton 618 n'illumine pas seulement son environnement, il le modifie. C'est une phase de violence régulatrice dans la vie d'une galaxie. À des échelles plus grandes, cette luminosité transforme le quasar en un phare cosmique. La lumière de ton 618 parcourt plus de 10 milliards d'années avant de nous parvenir. Pendant ce trajet, l'univers s'étend, les longueurs d'onde s'allongent, le spectre se décale vers le rouge. Et pourtant, le noyau reste visible. Il peut être inclus dans des catalogues de quasars brillants. Son décalage vers le rouge, ses raies larges, son énergie peuvent être mesurées. Sa lumière traverse une grande partie de l'histoire du cosmos et conserve encore assez de puissance pour activer les détecteurs modernes. Si la luminosité était un peu plus faible, Ton 618 serait invisible pour nous. L'expansion de l'espace, la poussière intergalactique, les limites de nos télescopes le rendraient silencieux. Mais la combinaison de masse, de rythme d'accrétion et d'époque cosmique le place exactement dans la plage où il peut être détecté depuis un coin d'une galaxie spirale ordinaire, des milliards d'années plus tard. Voilà une autre couche de l'histoire. Nous le voyons parce que pendant un intervalle relativement bref de sa vie, il a été extrêmement prodigue en énergie. Cette prodigalité n'est pas éternelle. Les quasars sont des phases, pas des états permanents. Pour briller ainsi, le trou noir central a besoin d'une réserve de gaz dense qui tombe continuellement vers lui. Cette réserve est généralement associée à des fusions de galaxies, à des flux de matière convergeant vers le noyau, à des instabilités du disque galactique. Lorsque le gaz disponible s'épuise ou est expulsé, le quasar s'éteint. Le trou noir reste là, avec la masse qu'il a accumulée, mais entre dans une phase de faible consommation. Il devient quelque chose de plus proche de ce que nous voyons aujourd'hui dans la majorité des galaxies. Un noyau sombre, à peine actif, comme celui de la Voie lactée. Cela signifie que ton 618, tel que nous le voyons, est un instantané d'une époque spécifique. Une phase de luminosité maximale. Nous ne savons pas combien de temps ce pic a duré. Nous ne savons pas si, quelques centaines de millions d'années après le moment que nous observons, le quasar était encore actif ou si la galaxie était entrée dans un état plus tranquille. Tout ce que nous avons est la lumière qui nous parvient maintenant, une tranche du passé. L'ampleur de cette luminosité soulève une autre question technique. Comment cette luminosité s'accorde-t-elle avec les limites imposées par la physique? En théorie, la limite d'Eddington marque la frontière entre un flux d'accrétion stable et un flux dans lequel la pression de radiation expulse le gaz. De nombreux modèles suggèrent que des quasars comme Ton 618 opèrent près de cette limite. D'autres vont plus loin et imaginent des phases brèves au-dessus de cette limite.
où l'accrétion devient super Eddington, au moins localement, dans certaines régions du disque. Quel que soit le détail exact, le résultat observable est le même. Un noyau qui, en pratique, éteint sa galaxie. Si ton 618 était beaucoup plus proche, le ciel de n'importe quel monde orbitant autour d'une étoile dans cette galaxie serait dominé par une présence fixe, intensément brillante, dans la direction du centre. Un foyer constant, plus intense que n'importe quel autre objet du firmament. Ce ne serait pas un ornement lointain. Ce serait une condition de fond, un climat de radiation. Depuis l'extrême distance où nous nous trouvons, tout cet impact se réduit à un avantage scientifique. Grâce à sa luminosité, nous pouvons étudier un trou noir vivant dans un univers beaucoup plus jeune. Nous pouvons mesurer sa masse, sa luminosité, son spectre, et l'utiliser comme preuve pour nos modèles de croissance et d'évolution galactique. Ton 618 est à la fois un phénomène local d'une galaxie ancienne et un outil pour comprendre l'univers tout entier. Il y a quelque chose de plus inquiétant que la taille et la luminosité de ton 618. C'est son âge, pas l'âge du trou noir lui-même que nous ne pouvons pas mesurer directement, mais l'âge de l'univers lorsque cette lumière en est partie. Le décalage vers le rouge de ton 618 nous indique que nous le voyons tel qu'il était il y a environ 10,8 milliards d'années. L'univers avait un peu plus de 3 milliards d'années. À l'échelle cosmique, c'est extrêmement tôt. Les premières galaxies massives étaient à peine en train de se consolider. Beaucoup d'étoiles étaient encore de 2e ou 3e génération. Et pourtant, il existait déjà un trou noir dont la masse, selon nos meilleures estimations, atteignait des dizaines de milliards de soleils. Le contraste est assez clair. D'un côté, un univers jeune qui n'a eu que peu de temps pour organiser sa structure à grande échelle. De l'autre, un trou noir qui représente l'extrême de la croissance gravitationnelle. C'est comme trouver un arbre millénaire dans une forêt nouvellement plantée. Dans les modèles les plus simples, les trous noirs supermassifs naissent de petites graines, des restes des premières étoiles massives, des cadavres de quelques dizaines ou centaines de masses solaires qui commencent à avaler du gaz peu à peu. À mesure qu'ils se nourrissent, ils grandissent. Mais ils ne peuvent pas le faire à n'importe quel rythme. S'ils brillent trop, la radiation repousse le gaz qui tente de tomber. Cet équilibre définit la limite d'Eddington. Et, sous cette limite, la croissance est lente en termes cosmologiques. Il existe une règle approximative souvent utilisée. Le temps de doublement de la masse d'un trou noir qui accrète de manière continue près de la limite d'Eddington est de quelques centaines de millions d'années. Si l'on part d'une graine de 100 masses solaires et que l'on double puis redouble, il faut une longue chaîne d'étapes pour atteindre milliards, puis 10 milliards et au-delà. L'horloge cosmique ne laisse pas toujours suffisamment de marge, surtout si le processus est interrompu ou ralenti. Ton 618 semble défier cette progression ordonnée. Nous le voyons si grand, si tôt, que les comptes ne s'ajustent pas confortablement. Ce n'est pas le seul cas. D'autres trous noirs massifs détectés dans des quasars à fort décalage vers le rouge posent la même tension. Mais ton 618 est parmi les plus extrêmes. C'est, pour ainsi dire, un test de résistance pour nos théories de formation et de croissance. Pour accueillir de tels objets, les modèles ont dû devenir plus flexibles. Une possibilité est que les graines initiales,
n'était pas petite. Au lieu de restes d'étoiles, elles pourraient avoir été des trous noirs formés par l'effondrement direct de nuages de gaz primordial de grande masse. Dans certaines conditions, faible métallicité, refroidissement limité, absence de fragmentation, un amas de gaz peut éviter de former de nombreuses petites étoiles. À la place, s'effondrer presque entièrement, en un seul objet de dizaines ou centaines de milliers de masses claires, solaires. Si l'on part d'une telle graine, le chemin, jusqu'à des milliards de masses solaires, est moins exigeant. Il exige encore des épisodes d'accrétion intense et des fusions. Mais le point de départ est plus proche de l'objectif. Pourtant, il faut condenser beaucoup de croissance en quelques milliards d'années. Une autre option est de relâcher, au moins temporairement, la limite d'Eddington. La formulation classique suppose symétrie, flux ordonné, certaines conditions idéales. En pratique, le gaz peut tomber en jets, en grumeaux, en structures denses qui, pendant de courts intervalles, dépassent la luminosité moyenne autorisée. C'est l'accrétion super-Eddington. Cela ne dure pas éternellement, mais peut accélérer la croissance à des étapes clés. Il y a aussi les fusions. L'univers primordial était plus dense, avec des galaxies plus proches les unes des autres. Les fusions galactiques étaient un processus courant. Chaque fois que deux galaxies avec des trous noirs centraux fusionnent, leurs trous se retrouvent tôt ou tard. Lorsqu'ils entrent en collision, ils produisent un trou encore plus massif. Si une région de l'univers connaît une chaîne de fusion rapide, la masse centrale peut croître par à-coups, pas seulement par le gaz tombant de manière continue. Ton 618 pourrait résulter d'une combinaison de ces voies. Une graine très grande formée par effondrement direct, des épisodes d'accrétion intense, plusieurs fusions dans un environnement riche en gaz. Il n'existe pas de recette unique prouvée. Ce qui est certain, c'est que des objets comme celui-ci obligent à élargir le répertoire. Si le modèle ne peut pas les produire, il faut revoir le modèle. Il y a un autre aspect à ne pas perdre de vue. Nous ne savons pas à quoi ressemble ton 618 aujourd'hui. Nous savons seulement comment il était lorsqu'il a émis la lumière que nous voyons maintenant. Plus de 10 milliards d'années se sont écoulées depuis. Pendant ce temps, le trou noir a pu continuer à croître, épuiser le gaz de son environnement et éteindre sa phase de quasar, subir de nouvelles fusions, ou voir sa galaxie se restructurer. Il pourrait être aujourd'hui un noyau immense mais silencieux, invisible à nos télescopes en lumière optique, caché dans une galaxie vieillie. Ou peut-être est-il encore actif. Cette partie de l'histoire nous est inconnue.